Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble le séquençage des acides nucléiques. Principalement, donc, le séquençage de l'ADN. Donc, le séquençage, ça sert à connaître la séquence primaire des acides nucléiques, donc qui est une étape déterminante pour la mise en évidence des fonctions éventuelles codées par un ARN ou un fragment d'ADN cloné, ou bien sûr donc un produit de PCR. Donc ça sert à quoi? Ça sert à la reconnaissance de séquences consensus, la prédiction de séquences peptidiques, la détermination de structures secondaires, ou ici aussi donc dans la recherche de mutations dans les études de polymorphisme dans le cadre de génétique des populations. Alors, on va se focaliser sur la technique de séquençage donc de référence, la technique standard qui est utilisée donc jusqu'à maintenant, qui est la technique de Sanger. Donc cette technique, elle a été donc mise au point par Sanger, donc qui a donc publié les résultats de cette technique donc en 1977. Donc cette technique, on a dit, donc elle est utilisée comme technique de référence, technique standard, malgré donc que actuellement nous avons donc découvert d'autres technologies de séquençage, et donc nous avons donc la technologie de Next Generation donc sequencing, donc plusieurs donc technologies donc ont été donc décrites dans le cadre de ces moyens donc de séquençage à haut débit. Mais donc la confirmation des données du Next Generation Sequencing, donc ça nécessite donc l'implication aussi donc du séquençage par la méthode de Sanger. Donc le séquençage donc par la méthode de Sanger, donc il ne permet pas de faire des séquençages pour des séquences au-delà de 1 kb, à la différence avec les techniques du NGS, Next Generation Sequencing, qui peuvent séquencer des milliers de kb. Alors, on va voir ensemble donc le principe de cette technique, donc la technique de Sanger, donc qui a été automatisée. Donc, pour lire donc la séquence d'un ADN simple brun, on hybride une amorce du côté 3' de cet ADN. Puisqu'on effectue avec une Taq polymérase la synthèse du brin complémentaire. Alors, ici donc on va utiliser, on a besoin d'une seule amorce, non pas donc 2 amorces comme pour la PCR. Une seule amorce, elle va être utilisée, donc vu que donc lorsqu'on va cibler donc un produit PCR, donc ce produit il est de taille limitée, ce n'est pas comme cibler l'ADN génomique au cours de la PCR. Donc on peut utiliser donc juste une seule amorce, donc quelle que soit donc l'amorce sens ou l'amorce anti-sens utilisée même en PCR, ou on peut utiliser donc des amorces nichées donc à l'intérieur du produit PCR. Donc le réactif donc utilisé
Donc pour cette synthèse, on apporte comme substrat, bien sûr, les 4 désoxyribonucléotides et phosphates, donc DATP, DCTP, DGTP et DTTP. Donc ces donc DNTP qui sont utilisés aussi dans la polymérisation de la PCR. Et en plus donc de ces nucléotides, on va utiliser donc une très petite quantité de ce qu'on appelle des didésoxyribonucléosides triphosphates et qui sont fluorescents. Et la fluorescence donc comportée par chacun de ces DNTP, elle est donc différente, donc ce qui va donner des colorations différentes en fonction du type du DNTP. Alors, c'est quoi donc, ou quel intérêt donc pour l'utilisation de ces DNTP? Ces DNTP, ce sont des nucléotides modifiés de telle manière qu'ils n'ont pas donc de groupement OH au niveau de l'extrémité 3'. Donc on ne peut pas les rallonger. Ainsi, donc lorsque un DNTP est incorporé au niveau de la chaîne donc synthétisée, donc la synthèse elle va s'arrêter. On va voir par la suite dans quel intérêt. Donc la polymérase, donc puisque donc ces DNTP ils vont être en plus petite quantité que les DNTP, donc la polymérase elle choisira le plus souvent un DNTP normal et la synthèse se poursuit jusqu'à ce qu'elle incorpore un DNTP fluorescent. À ce stade, le brin en cours de synthèse, il n'a plus d'extrémité 3'OH libre et la réaction de polycondensation, elle ne peut plus se poursuivre. Donc les DNTP incorporés, ou celui donc incorporé en dernier, il est fluorescent et il va émettre sous l'excitation d'une lumière verte, donc pour le DD1MP, ou bleu pour le DDCMP, jaune pour le DDGMP, donc bleu pour DDCMP, jaune pour DDGMP et rouge pour DDTMP, ainsi donc 4 colorations différentes. Donc à chaque lettre de la synthèse, un petit nombre de molécules vont être arrêtées et marquées avec la fluorescence correspondant au niveau du dernier nucléotide. Ainsi donc, cette réaction, elle va induire la synthèse de plusieurs fragments et tous ces fragments, ils se terminent par un DNTP. Donc on sépare par la suite les fragments synthétisés dans un champ électrique. Donc c'est une électrophorèse. Donc cette électrophorèse, donc de même que l'électrophorèse classique, donc les acides nucléiques, ce sont des anions, ils vont migrer vers le pôle positif en fonction de leur taille. Donc le fragment le plus petit, il va migrer le plus loin. Donc il va y avoir séparation de ces fragments en fonction de la taille. Donc les fragments, ils sont supposés ayant une différence de une seule base l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on utilise donc des gels capillaires à très haute donc résolution, et
Donc le fragment le plus petit, il va aller le plus loin dans le gel. Donc par la suite, après donc la fin de la migration, donc le gel il va être passé en utilisant, il va être balayé donc par un faisceau laser qui va exciter la fluorescence, et une cellule photoélectrique, elle va lire donc la nature de la lumière émise à chaque longueur d'onde des fluorescences caractéristiques des 4 bases, en balayant donc on a dit donc le gel. Donc l'ordinateur il va recevoir une série de mesures d'intensité lumineuse en fonction de pics correspondant au passage de chacun des fragments. Donc on va ainsi interpréter donc le code couleur en séquence d'ADN. Donc je vais vous expliquer donc davantage donc ce principe-là. Alors, imaginez donc qu'on est en train de déterminer la séquence ou notre produit PCR. Donc, il contient donc cette séquence-là, donc qui est une petite séquence, donc juste prise comme exemple. Donc, en premier lieu, donc le nucléotide incorporé, donc ça peut être un DNTP ou bien un DDNTP. Donc comme ici, donc le premier nucléotide c'est un DDNTP. Donc la synthèse elle va s'arrêter ici. Donc sinon un DTTP va s'incorporer. Et par la suite, donc la polymérase elle peut donc polymériser une autre donc elle peut rallonger la chaîne d'un autre nucléotide, et cette fois-ci donc on va avoir un DDATP incorporé et la chaîne elle s'arrête. Donc sinon il va y avoir donc incorporation d'un DATP. Par la suite donc on va donc additionner un DDGTP et donc la polymérisation s'arrête. Ainsi de suite, on a plusieurs cas de figure, donc plusieurs fragments qui ont été synthétisés. Donc tous ces fragments, ils se terminent par un DDNTP fluorescent. Donc si on va donc faire la migration de ces fragments, donc ici donc l'exemple de migration donc de fragments, le fragment le plus petit il va migrer le plus loin, ainsi de suite. Donc par la suite, donc l'étape finale, donc on a une cellule donc qui va lire donc photosensible, donc qui va lire la fluorescence, elle va faire la lecture du gel et elle va traduire donc elle va faire la lecture du gel et elle va traduire donc les différents signaux détectés à chaque niveau en un nucléotide. Donc c'est ainsi qu'on peut donc déterminer donc la séquence. Alors je vais vous montrer comment vont se présenter donc des séquences donc au niveau
donc après traitement donc par le séquenceur, on va avoir donc des séquences qui ont cet aspect-là. Donc ces séquences, ce sont des exemples donc de séquences donc que j'ai eu donc à travers l'analyse ou la recherche de mutations au niveau donc d'un gène donc que j'ai analysé, donc c'est le gène SERPINA1, dans le but de chercher des mutations associées à une pathologie. Donc comme vous voyez ici, voici donc les différents pics donc U, et chaque pic ça correspond donc à un nucléotide. Donc celle-là donc c'est la séquence donc nucléotidique, un locus donné du gène SERPINA1. Vous voyez ici donc il y a une superposition de deux pics à ce niveau-là. Donc un autre exemple, la superposition elle est plus claire. Et comme ici, donc nous avons la superposition de deux pics. Donc ici, c'est un cas donc d'hétérozygosie. Donc l'individu il est donc hétérozygote. Donc sur un allèle, il a la version, la couleur verte, c'est donc A. Et sur l'autre allèle, il a donc un T. Donc c'est un hétérozygote, donc AT, et ça correspond à une mutation qui est déjà décrite dans la littérature, donc au niveau du gène. Donc c'est ainsi qu'on peut, donc à travers donc cette réaction de séquençage, mettre au point, ou mettre en évidence, donc excusez-moi, donc mettre en évidence la présence de mutations. Donc ceci donc pour la présentation donc de substitution. Voici comment se présentent des délétions. Regardez ici. Donc à partir de ce niveau, il y a eu une délétion. Donc ces profils, donc ils correspondent. Donc le profil A, ça correspond à un profil normal, et donc le profil B, ça correspond à un individu donc hétérozygote pour une mutation donc bien connue donc au niveau du gène SERPINA1, qui est la mutation mALT, qui correspond à une délétion d'une phénylalanine au niveau de l'acide aminé numéro 52 de la protéine. Donc c'est une délétion de tout un codon, donc c'est moins TTC. Donc ici, donc cette délétion, donc vu qu'elle est survenue donc à l'état hétérozygote, donc dès donc la manifestation de la délétion, on observe donc que les pics donc ils sont plus donc uniformes, vu que il y a donc une interférence entre l'allèle normal et l'allèle donc muté. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, pour donc le milieu réactionnel, la réaction de séquençage, donc après préparation, après PCR, donc normal, les produits PCR, ils peuvent être sujets donc de réaction de séquençage pour la mise en évidence de la séquence contenue donc dans ce produit, dans l'objectif donc de caractériser un organisme ou un gène, dans l'objectif de chercher des mutations dans ce produit de PCR. Donc il y a plusieurs donc intérêts. Donc la première étape après la PCR, c'est la purification des produits de PCR. Donc la purification, donc ça sert à éliminer toutes les impuretés, éliminer donc l'ADN
initial, qui peut rester en amont au niveau de la solution. Donc l'élimination aussi des amorces. Donc les techniques de purification, donc il y a plusieurs techniques de purification. Il y a plusieurs kits donc qui sont utilisés. Donc ici, donc l'exemple, donc j'ai utilisé un kit commercial donc qui utilise des billes magnétiques donc chargées positivement qui vont donc chercher à fixer donc les produits de PCR. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Donc après donc l'utilisation, bien sûr, donc toutes ces étapes, elles sont donc conçues donc par le fournisseur donc de ce produit. Et bien sûr, donc tout travail, ça demande donc une mise au point. Après donc la réaction de séquençage, donc le produit de PCR purifié, il va être donc sujet d'une réaction de séquençage. Alors pour le produit, le réactif dans la réaction de séquençage, donc bien sûr donc tout type de séquenceur automatique, donc il convient à l'utilisation d'un kit donc bien spécifique qui est fourni donc selon donc le fournisseur. Donc il vous conseille d'utiliser un kit particulier. Donc moi donc puisque dans cette manip j'ai utilisé donc un séquenceur automatique de type Beckman-Coulter, donc le kit fourni aussi c'est un kit de Beckman-Coulter. Donc voici donc les différents réactifs donc utilisés. Donc pour le réactif, il ressemble donc au réactif qu'on a vu donc pour la réaction de PCR. Donc mais ici donc il y a donc la TAC polymérase, les DNTP et les DDNTP, ils sont fournis dans un même réactif. Donc ce même réactif donc il est appelé Quick Start donc pour ce kit de Beckman-Coulter. Donc le tampon il est fourni donc à part. Donc on va utiliser une seule amorce comme je vous ai expliqué, et pour le produit de PCR donc on va utiliser une quantité donc de 25 nanogrammes par microlitre. Donc voici les milieux réactionnels en fonction de l'exemple que j'ai donc cherché à séquencer. Donc ces exemples ils diffèrent donc juste par la taille. Donc la mise au point ici c'est par rapport à la taille. Cet exemple c'est l'exemple le plus long. Donc c'est à 800, donc à peu près 800 nucléotides. Donc c'est pour ça que ça a demandé donc plus de quick start. L'exemple donc 3 il est moins petit. Les plus petits c'est l'exemple 4 et l'exemple 5. D'accord? Donc quand vous voyez donc donc l'ensemble de réactifs. Donc tous ces travaux, donc tout ce travail, ça demande des mises au point pour y arriver. Donc juste entre parenthèses, donc la plupart des séquenceurs en Tunisie, ce sont des séquenceurs qui sont de la marque Applied Biosystem. Bien sûr, les séquenceurs, je parle des séquenceurs donc classiques utilisant la technique de Sanger. Hop. Donc voici différents types donc de kits fournis utilisés avec dans le système donc d'Applied Biosystem. Comme vous voyez donc ici il y a donc toujours des consignes donc du fournisseur. Donc selon le type de manip que vous allez utiliser, est-ce que c'est des régions riches en GC, riches en AT, est-ce que c'est des langues
donc séquences ou des petites séquences, etc. Voilà, donc je reviens donc sur le protocole expérimental. Alors, voici donc le milieu réactionnel. Maintenant, donc concernant les paramètres du thermocycleur, donc la réaction de séquençage, elle est réalisée sur un thermocycleur donc classique, selon donc un programme qui est semblable à celui donc de la PCR, sauf que donc une dénaturation initiale de 1 minute, donc 40 cycles sur 96-95 degrés, 40 cycles de dénaturation 20 secondes 96 degrés, une hybridation pendant 20 secondes à 50 degrés C, et une expansion pendant 4 minutes à 60 degrés C, et à la fin une élongation finale de 7 minutes à 60 degrés C. Alors la différence ici, c'est que donc les temps donc de toutes les étapes, elles sont donc inférieures au temps donc utilisé en PCR, qui est de 30 secondes. Donc puisque nous avons des produits qui sont purifiés. Autre chose, donc la température au cours de l'extension, au cours de l'élongation, elle est de 60 degrés et non pas donc de 72 degrés. La température de 72 degrés, c'est la température optimale pour le fonctionnement de l'attaque polymérase. Alors ici, on va utiliser une température de 60 degrés C. Donc il y a plusieurs travaux donc réalisés qui ont montré donc que donc à cette température, donc l'attaque polymérase, donc elle présente une activité résiduelle et elle travaille lentement de telle manière qu'elle peut donc incorporer des nucléotides qui sont donc des nucléotides donc spécifiques comme les DDNTP, qui sont pas des nucléotides usuels. Donc c'est pour ça donc que on travaille à cette température. Voilà, donc l'étape finale, c'est la purification du produit de séquençage. Donc c'est le même kit utilisé pour la purification des produits de PCR, juste avec quelques modifications. Et à la fin, on va injecter, donc bien sûr, on va donc les produits donc purifiés, ils vont être donc mis dans une plaque, et cette plaque, elle va être transférée sur le séquenceur automatique. Donc il va injecter d'une manière automatique donc chaque donc le réactif contenu dans chaque puits, et l'électrophorèse donc il va injecter donc ces produits au niveau d'un capillaire. Donc dans ce capillaire, il va y avoir donc un gel capillaire. Donc c'est des gels spécifiques qui vont permettre la séparation de fragments qui diffèrent d'une seule base. Donc ce sont des gels donc très résolutifs, et donc les thermocycleurs donc au début donc c'était donc les séquenceurs donc au début c'était des séquenceurs ayant un seul capillaire, et par la suite il y a eu donc des séquenceurs plus sophistiqués ayant donc plus qu'un capillaire, à 8 capillaires ou même donc plus de capillaires, donc permettant donc la réalisation de plusieurs réactions, plusieurs séquençages donc en même temps. Donc par la suite, donc on va avoir donc la séparation des fragments en fonction donc de la taille. Donc l'étape finale,
on a dit, donc c'est l'obtention des profils donc de séquençage. Alors, les profils de séquençage, donc ils peuvent être donc enregistrés au niveau donc du séquenceur, et on peut donc les analyser. Donc, comment donc on peut faire cette analyse? Donc j'ai ici donc enregistré donc quelques séquences. Donc ce sont des séquences, des exons donc du gène SERPINA1 donc que j'ai analysé à la recherche de mutations. Donc je vais vous montrer donc comment donc bien sûr donc regardez donc ces séquences là, ce sont des fichiers donc sous forme de séquences, elles sont présentes dans des fichiers donc sous la forme donc sous l'extension FASTA. C'est une extension connue donc dans l'analyse donc des séquences. Donc ces donc séquences, on va donc les analyser. Donc pour l'analyse de ma séquence, j'ai donc téléchargé donc le logiciel Bioedit. Donc ce logiciel, c'est un logiciel à libre accès, donc gratuit d'utilisation. Donc je l'ai donc téléchargé, et en plus donc j'ai téléchargé la séquence du gène SERPINA1 qui est publiée donc au niveau des banques des bases de données. Il s'agit d'une séquence normale. Donc puisque je suis en train de chercher des mutations, donc ces mutations, je dois comparer, donc pour la recherche de ces mutations, je dois comparer la séquence que j'ai trouvée à la séquence d'une protéine normale. Donc c'est ainsi que j'ai ici donc la séquence de la protéine normale. Donc c'est un gène de 12 KB. Donc le gène SERPINA1, ça code pour l'alpha-1 antitrypsine. La protéine, donc c'est l'alpha-1 antitrypsine. Alors, je vais donc ouvrir en présence de la séquence normale la séquence donc de séquençage, donc la séquence que j'ai eue par séquençage et que je veux comparer avec la séquence normale. Donc je vais donc la charger. Donc voici donc le profil donc de séquençage. Donc je vais chercher donc la séquence donc écrite. Je vais la copier. CTRL-C. Je vais la coller en face de la séquence normale. Maintenant donc elle est collée en face. Cependant donc les deux séquences elles sont pas alignées. Donc je vais utiliser donc le module ClassTLW pour faire l'alignement des deux séquences. Donc c'est-à-dire que je vais chercher la copie de ma séquence, puisque c'est une séquence donc donc ici c'est l'exemple 3, c'est une séquence de 500 400 paires de bases. Je vais chercher donc la séquence qui lui est homologue sur 12 KB. Donc ça se fait pas à l'œil nu, donc on va utiliser donc ce module là donc d'alignement. Voilà, donc il m'a dit donc il y a 99% d'homologie entre les deux séquences. Voilà, donc je vais chercher donc ma séquence au niveau donc ici, donc c'est
le nucléotide numéro 7480, comme je vous ai dit, donc c'est 12 000 KB. Donc, voilà, donc ici il commence l'exemple 3. Donc je vais chercher des régions où il n'y a pas d'homologie. Donc comme vous voyez ici, donc toutes ces séquences elles sont donc homologues. Ici, donc nous avons donc la présence, donc la suspicion de la présence d'une mutation. Alors comment confirmer ça? Donc au niveau de l'électrophorogramme, alors je vais copier cette séquence là, je vais la chercher au niveau donc du profil électrophorétique. CTRL F, CTRL V. Alors voilà. Voilà ici, donc comme vous voyez, à cette position-là, donc on constate qu'il y a superposition de deux pics. Le pic en bleu correspond à une cytosine, le pic en rouge ça correspond à donc une thymine. Donc nous avons donc ici une variation C vers T qui est présente donc à l'état hétérozygote. Donc voici donc un exemple donc d'analyse des profils de séquençage.